France Culture, l'esprit d'ouverture. Rendez-vous aujourd'hui à la Maison de la Radio et de la Musique. Je me passe plus facilement de sexe ou de smartphone? Je sais pas. France Culture et Arte ont imaginé un nouveau festival pour y répondre et surtout en débattre tous ensemble. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? La chèvre de Monsieur Seguin. Alors viens, à vélo, à pied, en scooter, en métro, en trottinette. Mais viens. Et maintenant le festival. Rendez-vous aujourd'hui à la Maison de la Radio et de la Musique à Paris. De 10h à 23h. C'est gratuit donc pas d'excuses. Infos et inscriptions est maintenant-lefestival.fr. Bonjour à tous. Merci de nous retrouver ici pour la suite de cette grande journée avec France Culture et Arte. Et maintenant, la première édition de ce festival international des idées de demain. Je suis Jocelyn Azo et je suis rédacteur en chef et cofondateur de printmedia.fr, le premier média jeune universitaire de France. Nous sommes partenaires et fiers d'être partenaires de ce grand événement. Et pendant 30 minutes, nous allons discuter autour d'une rencontre, autour d'une idée, celle d'un mot, celui de l'éducation, avec un invité de marque, François Tadei. Bonjour François Tadei. Vous êtes donc chercheur, vous êtes aussi fondateur du CRI, on va en parler. Donc vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler de cette notion d'éducation. On a 30 minutes, on a une demi-heure pour essayer de défricher les perspectives et les grandes lignes aujourd'hui de cette notion. La première question, elle va être très simple. Comment on peut définir aujourd'hui l'éducation? Comment vous la définiriez l'éducation, François Tadei? Je pense que c'est offrir aux jeunes générations les capacités à relever les défis qui sont ceux de notre temps et qui sont assez fondamentalement différents des défis précédents. Donc c'est plus exactement l'éducation d'hier où on pouvait se contenter de transmettre les solutions des générations précédentes parce qu'a priori elles allaient suffire. Mais aujourd'hui, on est face à un défi de l'éducation qui est en fait celle de l'éducation au défi. Comment est-ce qu'on apprend à relever le défi climatique, les défis environnementaux, les défis sociétaux. Et cette capacité à relever des défis à la fois personnels, locaux et globaux, je pense que c'est quelque chose, et d'ailleurs même l'OCDE nous dit que c'est peut-être la compétence clé du 21e siècle, puisque les machines seront capables de faire toujours plus de choses, et donc simplement mémoriser et calculer, typiquement les machines font ça mieux que nous. Donc ça peut pas être le cœur de l'éducation du 21e siècle, mais par contre les machines ne savent pas relever les défis et ne savent même pas les formuler, ne savent pas questionner le monde tel qu'il est, et donc cette capacité que Socrate n'aurait pas renié, donc c'est pas si nouveau que ça par certains côtés de savoir questionner, mais je pense que c'est toujours plus nécessaire parce qu'on est dans un monde où se contenter de reproduire à l'identique le modèle précédent ne suffit plus parce qu'on sait qu'on va collectivement dans le mur si on fait ça. Et l'angoisse d'une génération entière, plus de 3/4 des jeunes d'aujourd'hui sont angoissés par l'avenir. Donc est-ce que l'éducation c'est de leur dire ne t'angoisse pas, ça va bien se passer, ou c'est leur donner les moyens de dire effectivement la situation n'est pas si bonne, mais collectivement vous avez probablement dans votre génération des capacités qui ne sont pas forcément celles des générations précédentes, mais votre nouvelle envie de contribuer à changer de trajectoire est peut-être le défi principal. Alors, on va y venir tout à l'heure aux préoccupations de notre génération, mais pour bien comprendre pourquoi on vous a invité aujourd'hui pour parler d'éducation, alors vous avez publié un livre, l'éducation au XXIe siècle, il y a quelques années chez Kalman Levy, et il y en a un autre qui va paraître, on en parlera tout à l'heure, mais quand on a préparé cet entretien, vous m'avez parlé de votre enfant de 6 ans et de votre volonté à l'époque de comprendre comment cela fonctionnait. Comment vous êtes intéressé à cette problématique? Parce que l'éducation, c'était pas forcément votre domaine. Enfin, vous étiez chercheur, vous étiez professeur, mais c'était pas forcément votre domaine de recherche principal. Comment l'éducation, pour vous, est devenue un sujet à connaître, un sujet à débattre, un sujet à approfondir? Ouais. C'est une anecdote qui effectivement m'a marqué, mais quand mon fils a eu 6 ans et qu'il est arrivé à l'école primaire, sa maîtresse me dit « Il est charmant cet enfant, mais il pose des questions ». Et j'avoue que c'est à la fois mon métier de chercheur de poser des questions, c'est aussi le métier des journalistes, c'est le métier, je pense, de tout citoyen qui veut questionner la société. Et je pense qu'une éducation dans laquelle les enfants
et les jeunes plus généralement, ne peuvent pas questionner, me paraît forcément restrictive. Et quelque part, Socrate l'avait déjà compris, donc c'est pas si nouveau, mais on sait aussi comment Socrate a fini. Donc ça veut dire que depuis longtemps, il y a une espèce de tension entre un système de domination et de reproduction et un système de questionnement, une curiosité enfantine. Le pic de questionnement est à l'âge de 4 ans. Et qu'est-ce qu'on fait après pour nourrir ce questionnement ou le laisser s'étioler, voire l'éteindre? Je pense que c'est des questions clés. Donc nous, on essaye par exemple de se dire que on pourrait inviter les jeunes à passer d'un questionnement qui peut être enfantin à un questionnement scientifique. Et qu'il y a plein de manières d'apprendre à trouver des réponses à ces questions. Et que les journalistes ont des méthodes, que les scientifiques ont des méthodes, que les philosophes ont des méthodes, et que toutes ces manières d'affiner son questionnement, c'est probablement une des choses clés, parce que typiquement, si vous allez sur les réseaux sociaux et autres, vous êtes bombardé d'informations. Mais avoir de l'esprit critique, c'est essentiel. Et si ça n'apprend pas à l'école, si on n'apprend pas à questionner et à vérifier des informations, si on l'apprend pas à ce moment-là, quand c'est qu'on va l'apprendre? Alors, la question que se pose ce festival, c'est « et maintenant ?» Mais je pense qu'il est peut-être important de revenir sur ce qui s'est passé ces derniers mois. Pour l'éducation, ça a été une véritable révolution, un véritable chambardement en tout cas, puisque du jour au lendemain, il n'y a plus de cours, on est passé au distanciel, certains élèves l'ont mal vécu, et que ce soit de la maternelle à l'enseignement supérieur. Où on en est maintenant? Est-ce que pour vous qui connaissez ces problématiques, on est revenu finalement au système qu'on connaissait avant? Est-ce qu'on a eu quand même des avancées? Et justement, quelles sont les perspectives aujourd'hui qui s'ouvrent à l'éducation? C'est-à-dire que est-ce qu'on a pu tirer les leçons, en tout cas, de cette crise sanitaire qui a frappé principalement les élèves? Je pense qu'il y a plusieurs types de leçons. Parmi les leçons assez intéressantes, juste après le premier confinement, la question numéro 1 entre profs dans le supérieur comme dans le scolaire, c'est « et toi, comment tu fais ?» Alors que jusque-là, c'est une question que les profs ne se posaient pas. Chacun faisait son cours et on lui demandait éventuellement comment ça va avec tel élève ou autre, mais on ne demandait pas comment tu fais. On s'interrogeait pas sur nos pédagogies réciproques. Alors que là, on s'est tous dit mais en fait, toi, comment est-ce que tu as relevé ce défi? Et donc, tout d'un coup, on a amener un autre regard sur les modalités de transmission, où le modèle par défaut a été remis en cause brutalement, et il fallait inventer autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu plein de gens qui ont inventé plein de réponses différentes. Mais il y en a qui ont inventé ces réponses avec leurs élèves, parce que leurs élèves maîtrisaient mieux les outils numériques qu'eux. D'autres ont su changer de rapport avec les parents, par exemple. Parce que tout d'un coup, il fallait assurer le fait que l'enfant qui était en famille allait réussir à maintenir une motivation, ce qui n'a rien d'évident. Il y a aussi eu plein d'autres questions sur, en fait, l'école et l'université, c'est beaucoup plus qu'une série de cours et d'amphis. C'est fondamentalement un lieu d'interaction sociale. Et donc, quand on est privé de ça, eh bien, en fait, il y a tout un tas d'autres problèmes, y compris psychologiques, voire existentielle, auquel la jeunesse a été confrontée. Et donc ce besoin de penser non seulement le contenu des cours, parce que les discussions sempiternelles, c'est qu'est-ce qu'on met dans le programme. Mais en fait, on voit bien qu'au-delà du programme, qui n'a pas changé en l'occurrence, alors qu'on aurait pu éventuellement y mettre un peu de c'est quoi une exponentielle, c'est quoi une épidémie, on aurait pu regarder à travers l'histoire ou la science, il y a plein de manières d'aborder le sujet, mais qui auraient aidé les jeunes à retrouver du sens. Et certains enseignants l'ont fait, plus que d'autres, et donc je pense que cette capacité d'aider les jeunes à trouver du sens, elle est devenue centrale, parce que ceux qui ne le faisaient pas se rendaient compte que progressivement il y avait juste plus personne. Et donc quand vous avez plus personne en classe, si tout le monde pense à autre chose, vous le voyez pas forcément s'ils sont physiquement présents. Mais si vous êtes par le digital et que en plus ils ont éteint leur caméra, vous êtes littéralement à parler seul. Et ça a été un choc psychologique pour énormément d'enseignants. Et il y a eu une prise de conscience à la fois des individus enseignants, mais aussi de l'ensemble du système, que nous n'étions absolument pas prêts. Alors que pendant la crise H1N1, il y avait déjà des débats sur comment est-ce qu'on maintient la continuité pédagogique. Mais dans l'intervalle, on n'a pas du tout investi dans comment on forme les profs, comment est-ce qu'on déploie les outils, comment est-ce qu'on adapte les pédagogies. Et donc ce besoin de remise en cause a jamais été aussi puissant qu'aujourd'hui.
Et tout d'un coup, le gouvernement lance des appels d'offres sur numérique, éducation, continuité pédagogique, que ce soit dans le scolaire ou dans le supérieur. Donc, il y a aujourd'hui une prise de conscience qui est nettement supérieure à celle qu'elle était. Mais elle n'a pas forcément suffi. Et je pense que ce qui manque le plus, c'est la capacité à co-construire avec les jeunes générations. C'est les interroger sur comment ils ont vécu ça. Qu'est-ce qui leur a manqué? Qu'est-ce qu'il faudra inventer? Qu'est-ce qu'on peut co-designer avec elles pour essayer de trouver des solutions qui soient inspirantes et en même temps qui respectent un cahier des charges général qui est que il faut pas que ça soit le tout et n'importe quoi des réseaux sociaux. Alors il aura fallu donc une crise sanitaire pour cette prise de conscience, on s'en rend compte, mais il y a d'autres pratiques qui sont arrivées, notamment des examens différents, parce qu'on ne pouvait pas convier les jeunes dans des amphis bondés, c'était tout simplement impossible en temps de pandémie. Justement, toutes ces nouvelles pratiques qui ont mis de côté, qui ont fait avancer d'autres pratiques d'apprendre et d'autres pratiques d'éduquer, d'enseigner, comme des sujets de réflexion, moins des sujets de bachotage. Est-ce que c'est justement sur ces thèmes-là, que l'enseignement doit tendre et va tendre au fil des années, c'est-à-dire on va faire appel de plus en plus à la capacité de raisonnement et on va mettre de côté ces sujets dits de bachotage, ou en tout cas, je pense que ça peut intéresser les jeunes qui nous écoutent. Tout à fait. Si on regarde ce genre de choses se produit depuis des décennies dans des pays comme le Danemark, où vous avez le droit, le jour de l'examen, d'amener vos livres. Et aujourd'hui, vous avez accès à Internet, y compris le jour de l'examen. Mais c'est ce qui s'est passé pendant la pandémie. De facto, vous passiez l'examen par Internet. Et donc, tout d'un coup, on ne pose pas les mêmes questions. On ne peut pas juste vous demander quelle est la définition, parce qu'il suffirait de faire un copier-coller pour y répondre. Alors que si on est dans un examen de bachotage, on veut absolument que vous connaissiez la définition à la virgule près, et on va vous noter sur votre capacité à la recracher. Et donc, fondamentalement, ce qui est intéressant, c'est que on est obligé de passer de « je mémorise et c'est tout » à « je comprends, j'analyse et éventuellement je propose, je réfléchis et je vais plus loin ». Et ça, c'est fondamentalement ce dont la jeunesse a besoin pour faire face aux multiples défis. Parce que les solutions aux défis d'aujourd'hui ne sont pas dans les livres. Ça se saurait, autrement on les aurait déjà appliqués. Donc il va falloir inventer autre chose. Et donc il faut passer d'un système où on passe d'une compétition sur les savoirs d'hier, sur lequel on n'a pas choisi son programme, à une capacité à coopérer sur les défis d'aujourd'hui qui nous motivent pour co-construire demain. Et ça, c'est vraiment un changement de paradigme hyper important, et que quelque part la crise l'a accentué dans les méthodes, mais aussi dans les finalités même. Parce qu'on s'est bien rendu compte qu'il fallait retrouver du sens et que cette jeunesse qui s'angoisse pour son avenir, elle a besoin de pouvoir se mobiliser et de, quelque part, mêler expertise et engagement. Si vous voulez vous engager sur la cause climatique, vous pouvez pas le faire sans avoir compris le rapport du GIEC. Et le nombre de jeunes qui ont spontanément pris le temps de lire le rapport du GIEC, c'est phénoménal. Ou si c'est pas eux, ils ont lu des choses qui sont des médias de qualité qui ont su le faire. Et ça, je trouve que c'est quand même une révolution, parce que typiquement notre génération n'avait pas accès aux sources premières, et que ce soit sur le Covid, sur le climat ou sur des sujets de biodiversité, il y a une horizontalité et un accès à la science et au savoir en train de se faire qui est assez spectaculaire. Quelque part, Greta, elle ne dit rien d'autre que écouter les scientifiques. Et cette alliance entre une génération et le monde du savoir est très inédite et à mon avis très importante et très inspirante. Alors cette révolution que vous appelez, c'est beaucoup ce qu'on voit, par exemple, on les cite souvent quand on parle d'éducation, les pays nordiques, la Suède, le Danemark, mais cette révolution, ou en tout cas cette évolution, elle doit venir d'où? Est-ce qu'on a encore le temps de laisser une nouvelle génération se former de professeurs, de spécialistes, pour influer sur les nouvelles générations, ou est-ce qu'on doit dès maintenant sensibiliser les professeurs et leur dire vos techniques doivent changer parce que notre monde a changé? Je pense qu'il faut les aider à prendre conscience que, quelque part, l'éducation nationale, c'est les hussards noirs de la République. Mais aujourd'hui, où sont les hussards verts de la planète? Et en fait, il y a toujours plus d'enseignants qui aspirent à accompagner une génération dans cette espèce de quête existentielle à laquelle elle est confrontée. Comprendre l'anthropocène, sa complexité, et
en s'appuyant sur des savoirs académiques, historiques, scientifiques, littéraires. Et cette capacité à co-construire, je pense qu'elle est très nécessaire. Et donc, comment on peut changer ? Vous parliez des pays nordiques et souvent on se dit « Ah oui, non mais eux, ils ont un autre environnement, une autre culture, ils peuvent se le permettre ». Ce qui est intéressant, c'est que la Fondation Lego a mené une grande enquête pour savoir quels étaient les lieux éducatifs les plus inspirants à travers la planète. Et un des lieux qu'ils ont retenu, que je trouve très emblématique, et on en parlait tout à l'heure, c'est Haïti. Se dire qu'Haïti est plus inspirant que le quartier latin pour penser l'avenir de l'éducation, moi je trouve ça étonnant. Se dire qu'il n'y a pas que la Finlande ou la Californie ou Singapour ou le Canada, mais qu'il y a des pays comme ça. Et en l'occurrence, c'est pas tout le pays en Haïti, mais c'est le collège Quatre-Pressoirs. Et ce collège, c'est un lieu qui en fait va de la primaire au lycée, où on invite les jeunes à relever les défis qui sont les leurs de 6 ans à 18 ans. Et à 6 ans, ils peuvent apprendre à planter une graine pour contribuer à reboiser. À 12 ans, ils peuvent apprendre à contribuer à développer un serveur de SMS parce qu'ils trouvent que les SMS c'est très bien mais c'est un peu trop cher. Et à 18 ans, ils peuvent co-construire le premier réseau haïtien de détection des ondes sismiques, ce qui dans un pays qui est soumis à énormément de tremblements de terre est juste vital. Et donc cette capacité d'une jeunesse à relever ces défis, je trouve ça remarquable. Et ces jeunes qui viennent d'un environnement très défavorisé peuvent gagner des prix aux Olympiades internationales de sciences. Donc il y a quelque chose que je trouve hyper inspirant. Et la question c'est comment est-ce que on démultiplie ce genre d'exemples ? Comment est-ce que on explique aux enseignants qui le souhaitent, aux jeunes qui le souhaitent, qu'il pourrait y avoir des Olympiades non seulement de mathématiques et de physique ou de géologie, mais aussi des Olympiades de développement durable, des Olympiades de durabilité, des Olympiades de l'engagement, dans lesquelles chaque jeune qui veut apprendre à s'engager, en s'appuyant sur des savoirs académiques et une compréhension scientifique et technologique et sociale du monde dans lequel on est, comment est-ce qu'on peut les aider à faire ça ? Et donc, c'est typiquement le genre de leçon qu'on peut apprendre d'Haïti et qu'on peut essayer de faire passer à l'échelle. Et c'est typiquement le genre de discussion qu'on a avec l'UNESCO et avec tout un tas de lieux éducatifs à travers le monde qui sont déjà engagés dans ces transformations. Donc je pense que si on attendait qu'une génération entière d'enseignants forme une génération entière d'enfants, et ben en 2100 on n'y serait toujours pas tout à fait. Alors que en fait on a besoin d'aller vite et on a besoin, et ça peut se faire en apprenant de manière très horizontale, en documentant comment est-ce qu'on s'éduque à l'anthropocène. Donc il y a un MOOC qui traite ce sujet que les aventuriers ont développé chez nous par exemple. Il y a un autre MOOC que je trouve exceptionnel, qui est un MOOC qui a été fait par des enfants pour des enfants, qui s'appelle Prenez soin de l'atmosphère, soyez gentils avec l'atmosphère. Donc que des enfants de 8 ans puissent s'approprier ces questions et les transmettre et dire aux adultes vous nous dites d'être sages mais est-ce que vous l'êtes, je trouve que c'est très inspirant. Mais vous savez aussi, pour prendre un exemple très concret, que l'éducation nationale, en France en tout cas, est pas forcément enclin à des changements sur l'éducation. La réforme du bac par exemple, où on a introduit plus de contrôle continu et donc plus de contrôle tout au long de l'année et moins d'épreuves finales, c'est fait un peu dans la douleur. Donc est-ce que vraiment on a une perspective d'amélioration, j'ai envie de dire pas immédiate, mais on voit bien que la crise sanitaire a provoqué des changements, mais pas non plus un bouleversement. Est-ce que on a quand même demain, parce que c'est la question qu'on se pose, et maintenant, des perspectives, en tout cas des raisons d'espérer un changement éducatif, un changement de système ? En fait, si on regarde les pays qui ont connu ces changements de système, d'abord ils existent, et donc on peut s'en inspirer. Et ensuite on peut regarder comment ils ont fait. Et typiquement, ils l'ont pas fait à la française. C'est-à-dire que c'est pas une décision rue de Grenelle centralisée, venue d'en haut, qui s'impose à tout le monde. Ça, c'est ce qu'on fait et ce qui provoque systématiquement des grèves, des jeunes et des profs, etc. Non, c'est une capacité à co-construire la solution. C'est une capacité à discuter avec tout le monde du fait que le monde a changé, qu'on a des nouveaux défis et qu'il va falloir s'organiser différemment pour essayer de les relever. Et donc si on n'impose pas la solution, mais qu'on accompagne le questionnement et l'émergence de solutions en documentant, en permettant aux acteurs qui veulent investir dans cette transformation de le faire, à ce moment-là, ça devient possible. Mais effectivement, ça suppose de sortir du centralisme de la rue de Grenelle et d'un système hyper jacobin qui, moi j'aime beaucoup les Lumières et la Révolution française, mais je pense qu'il faut savoir éventuellement revenir aux racines. Par exemple, Condorcet était contre un système éducatif qui serait basé sur la compétition.
Par contre, il pensait que la démocratie, l'éducation et la science, ça devait coévoluer. Donc je pense qu'en repartant de textes fondateurs comme ceux de Condorcet ou de Socrate, on doit pouvoir arriver à faire des choses dans lesquelles on peut réaligner les intérêts d'énormément de gens, et fondamentalement les intérêts de la jeunesse et les intérêts de la société et les intérêts de la planète. Et donc cette capacité à co-construire des solutions me paraît indispensable si on veut pour répondre à cette question et maintenant, en espérant qu'il ne faille pas attendre 300 ans de plus pour que ça change. Alors il y a quelque chose de très intéressant que vous défendez avec le CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire. Vous voulez placer les jeunes au cœur de la recherche dès le plus jeune âge. Alors ça peut paraître un peu baroque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit on doit faire de la recherche en maternelle, on doit faire de la recherche en primaire. Ça veut dire quoi de mettre les jeunes dès le plus jeune âge au cœur de la recherche? Il y a deux faits que je voulais préciser avant de répondre à votre question. Les plus jeunes auteurs de publications scientifiques ont 8 ans. Et je ne sais pas si vous avez lu Thomas Kuhn sur les révolutions et les changements de paradigme, mais fondamentalement, quand vous avez une anomalie au sens de la distribution, normalement, il faut attendre d'avoir l'âge d'avoir un doctorat pour pouvoir faire une publication scientifique. Donc vous avez une anomalie complète. Et en fait, il y a énormément de jeunes qui ont publié à travers le monde. Et donc en fait, si cette anomalie est reproductible, alors vous avez un changement de paradigme qui est possible. Et il y a un complément d'information que j'ai découvert il y a quelques années, et je vous encourage, pour ceux que ça intéresse, à lire les travaux d'Alison Gopnik. Elle a montré qu'en fait, tous les bébés sont nés chercheurs. Et que la manière dont on apprend à parler, la manière dont on apprend à marcher, c'est en fait en utilisant une méthode scientifique basée sur l'expérimentation, l'erreur et la capacité à corriger les modèles que l'on a pour apprendre de ses erreurs et à avancer. Et ça, c'est fondamentalement les prémices de la démarche scientifique. Et donc, si on est tous nés chercheurs, si on est tous nés capables d'explorer, la question devient comment est-ce qu'on apprend à développer ce talent. Et nous, c'est ce qu'on a fait avec le programme qu'on appelle les Saventuriers, donc ou l'école de la recherche, et où on crée des partenariats entre des classes et des chercheurs qui permettent aux enfants de prendre leur questionnement enfantin, et l'enseignant accompagne ce questionnement, et grâce à un partenariat avec des chercheurs qui sont des mentors et des chercheuses qui les accompagnent dans leur questionnement et qui les aident à passer vers un questionnement qui s'affine sur une année entière. Et au passage, les jeunes apprennent la méthode scientifique, ils apprennent à gravir des épaules de géants, ils apprennent à ce que c'est qu'une expérience, ce que c'est qu'un contrôle, ce que c'est qu'une capacité à distinguer une croyance et un fait scientifique clairement établi. Et donc ça, je pense que c'est extrêmement important, et c'est une manière de faire des choses très différentes. Alors, pour terminer, il faut vraiment aller au CRI, au Centre de recherche interdisciplinaire, pour comprendre la vision de l'éducation que vous défendez. Mais quand on voit tous ces laboratoires, ces étudiants, ils sont très heureux. Justement, vous leur apportez un soin particulier, vous leur apportez une attention particulière, une individualisation. C'est une révolution, entre guillemets, pédagogique. Est-ce qu'on peut se permettre cela à grande échelle? Est-ce qu'on peut être, aujourd'hui, vous défendez le fait de prendre soin, le care, un peu comme on dit en anglais. Mais est-ce que justement, aujourd'hui, dans notre système éducatif, dans notre vision de l'éducation, même si on la changeait, on peut aujourd'hui admettre de faire ça à l'échelle d'un pays, à l'échelle de la France, certes à l'échelle du pays des Lumières, mais quand même, est-ce qu'on a cette possibilité-là, dans la société qu'on connaît, cette volonté d'apporter cette attention aux élèves et aux futurs étudiants? Ce qu'il faut savoir, c'est que des pays aussi différents que le Canada, la Finlande ou Taïwan le font. À Taïwan, par exemple, les jeunes peuvent passer 20% de leur emploi du temps à travailler sur un projet qui les concerne, et ils vont découvrir des méthodes scientifiques pour le faire. Ils vont découvrir des projets de sciences participatives, de sciences ouvertes, d'open data, d'open hardware, d'open software. Ils vont par exemple cartographier l'épidémie de Covid ou cartographier la pollution et essayer de comprendre si la pollution vient des émanations locales ou de la ville d'à côté ou carrément du continent chinois. Et cette capacité à co-construire des solutions et à travailler avec les modélisateurs du système, l'équivalent de l'INRIA en France, etc., elle est fondamentale. Et donc cette capacité-là à faire en sorte que les jeunes soient des acteurs et des auteurs du monde de demain et pas des simples consommateurs de savoir qui ont été passés à la moulinette pour eux, je pense que c'est un choix de société. Mais se dire que des pays démocratiques
souvent dirigés par des femmes d'ailleurs, et qui savent que prendre soin, c'est aussi une capacité à le faire efficacement. Si vous voulez aider les autres, vous avez besoin de comprendre leurs besoins, vous avez besoin de comprendre quelles sont les solutions qui sont adaptées à leurs besoins. Et donc, prendre soin de soi, des autres et de la planète, ça s'apprend. Et s'appuyer sur la démarche scientifique pour comprendre les approches médicales, pour comprendre les approches qui permettent de prendre soin de l'environnement, me paraît essentiel. Et donc, cette capacité aussi à décoder l'inconnu, cette capacité à dépasser les barrières mentales, à dépasser les difficultés qu'on peut avoir les uns et les autres, et en particulier les aveuglements cognitifs et les manipulations qu'on subit. Et les jeunes aujourd'hui sont bombardés de messages publicitaires sur Internet, par exemple. Ils sont manipulés par des IA qui les connaissent mieux que souvent ils ne se connaissent eux-mêmes et qui leur imposent des besoins qui ne sont pas fondamentaux. Et donc l'OMS et l'UNICEF, avec le Lancet, nous invitent à repenser les droits des enfants et le droit des jeunes à l'heure des objectifs de développement durable, et réciproquement de repenser le développement durable vu par la jeunesse, et éventuellement de leur donner de nouveaux droits, par exemple le droit de demander de nouveaux droits, voire le droit de voter. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas voter dès la naissance, par exemple? Alors évidemment, on ne peut pas, mais on pourrait éventuellement donner ce droit aux parents, et dès que l'enfant se sent capable de voter, dès qu'il a été suffisamment éduqué, à ce moment-là, il pourrait voter par lui-même. Et je peux vous dire que quand on pose la question à des enfants, je vous encourage à le faire, on a des réponses très contrastées. Il y en a qui disent, mais dès 7 ans, j'aurais pu voter. D'autres qui disent, ah bah non, pas aujourd'hui, mais peut-être dans 2 ans. Et ce qui est drôle, c'est que cette réponse, elle est souvent indépendante de leur âge. Donc il se passe des choses et on peut accompagner cette génération dans, quelque part, la réinvention des Lumières, qui passe par réinventer l'éducation, la citoyenneté, la science, la philosophie et le débat. 2 éléments pour conclure. Vous publiez Et si nous, votre nouveau livre, en janvier, c'est ça, toujours chez Campbell David. Et vous portez aussi une autre idée dont on va sûrement beaucoup parler et dont Sandrine Trainer a parlé ce matin, c'est le panthéon personnel qui est en rapport avec l'actualité aussi directe de demain et la panthéonisation de Joséphine Baker. Merci François Tadei pour cet échange, et merci aussi à Sandrine Trainer et à Boris Razon d'avoir initié cette idée, ce festival est maintenant, et d'avoir donné aussi la parole aux jeunes. C'est important, vous l'avez dit, on partage ce point de vue, de donner la parole à cette génération. Voilà, le festival est maintenant continue. Merci à tous. Merci.